C'est le tout début du printemps. La Loire sort de son lit. Dans les forêts et les prairies inondées, aucune trace de vie. Pourtant, on entre dans la saison des amours. La Loire imprévisible est chaque année le théâtre de parades nuptiales, d'accouplements, de multiples naissances. Il ne faudrait pas que le terrier de la famille de Campagnols soit inondé par le fleuve. Les guêpiers, avec leurs nids creusés à fleur d'eau, réussiront-ils à élever leurs petits ? Et sur les berges, les castors attendent la décrue pour reconquérir leur territoire. Le mont Gerbier de Jonc, en Ardèche. C'est ici que la Loire prend sa source. En ce début de printemps, le climat est encore inhabituellement rude. On se croirait en haute montagne. Les petites gouttes de neige fondue deviennent un mince filet d'eau qui enflera peu à peu pour devenir un fleuve puissant, le dernier grand fleuve sauvage d'Europe. Les sources de la Loire sont encore perdues dans une épaisse brume, d'où émergent 3 renardeaux. Ils sont nés là il y a 7 semaines et commencent à sortir du terrier. Leur père part chasser. Il a trouvé à quelques kilomètres un pré qui vient d'être fauché. Là, les Campagnols ont perdu l'abri des hautes herbes. Les renards protègent les cultures des rongeurs. Ils peuvent en capturer plus de 40 par jour. Le père n'a besoin que d'une quinzaine de campagnols pour se nourrir. Mais il en rapporte bien plus pour sa famille. La renarde allait encore les petits. Et les renardeaux, eux aussi, commencent à en manger. La mère reste autour du terrier pour garder un œil sur les petits. Ce terrier, les renards le squattent. Ils ont trouvé un moyen de se dispenser de creuser le sol dur et rocheux. Ils se reposent sur d'excellentes alliées, les marmottes. Dans les sources de la Loire, elles transforment le sol en un vrai gruyère. Et les renards récupèrent leur terrier abandonné.
Au printemps, les marmottes sortent de 6 mois d'hibernation. Elles ont perdu jusqu'à la moitié de leur poids. Elles profitent donc de la richesse des prairies pour refaire leurs réserves de graisse. Ici, dans les sources, la Loire n'est pas encore le fleuve puissant qu'elle deviendra. Elle est partout et nulle part. C'est un réseau de petits cours d'eau où se cachent quelques espèces surprenantes. Un mâle triton alpestre arbore ses plus belles couleurs. C'est la saison de la reproduction. Il cherche une femelle. Mais celui-ci est un mâle. Enfin une femelle. Ces mouvements rapides de la queue sont une stratégie pour la séduire, une arme secrète. C'est comme ça qu'il lui envoie des phéromones. Elle l'ignore, ses ovules ne sont pas à maturité. Les renardeaux insouciants continuent leur jeu. C'est un entraînement primordial pour améliorer leurs réflexes, leur endurance. Leur terrain de jeu, ils le partagent avec les marmottes. Ses frères et sœurs passent une bonne partie de leur journée à se bagarrer. Il faut bien s'entraîner avant de quitter la prairie familiale pour établir leur propre territoire au printemps prochain. Une buse variable chasse au-dessus du pré. Face au vent, en vol stationnaire, elle vise ses proies. Les marmottes sont bien trop grosses pour la buse. Mais quand c'est un aigle royal, une guetteuse lance l'alerte. Un sifflement audible à plusieurs kilomètres. Un peu plus loin, en dessous du mont Gerbier, les petits filets d'eau se réunissent. La Loire devient déjà un ruisseau d'1 mètre de large. Elle enfle. Elle s'élargit, elle grandit à vue d'œil. Elle dévale encore quelques dizaines de kilomètres. Avant d'arriver au Puy-en-Velay, en Auvergne, la Loire fait plus de 20 mètres de large. Au fil des millénaires, elle a creusé de vastes gorges, bordées de hautes falaises. C'est sur ces parois que le cincle plongeur a choisi de construire son nid de mousse. Les parents sont très occupés. Leurs petits sont déjà gros et réclament à manger toute la journée. Le cincle plongeur capture ses proies sous l'eau. Il plonge à la recherche de petites larves d'insectes.
Au printemps, des millions de larves se métamorphosent simultanément en insectes adultes qui s'accouplent au-dessus de l'eau en un vol frénétique. Une manne pour la truite qui attend de gober ceux qui tombent à l'eau. Le cincle, lui, préfère les larves cachées sous les cailloux. Aujourd'hui, un petit doit quitter le nid. Mais juste en dessous, c'est la cascade bouillonnante. Et chez les cincles, quand on sort du nid, on ne peut plus y retourner. Le petit hésite à s'éloigner. Son frère, qui s'est émancipé la veille, l'attend. Le petit ne sait pas encore voler et il n'a pas l'habitude de marcher. Il reste un oisillon au nid qui n'ose pas encore s'élancer. Peut-être demain. Désormais, les jeunes cincles n'ont d'autre choix que d'apprendre à se débrouiller, seuls. Juste en aval, une femelle chevalier guignette est elle aussi en train de chasser. Sur ce petit îlot herbeux, au milieu du courant, elle a construit son nid. La Loire protège ses œufs des prédateurs. Mais elle entraîne aussi un risque majeur, la destruction du nid, si jamais elle entre en crue. Juste à côté, dans cette vasque, les têtards sont indifférents au sort des futurs oisillons. Ce sont les petits de l'alite accoucheur. Chez ce crapaud, seul le mâle s'occupe des œufs, qui forment une grappe accrochée à ses pattes arrière. Il doit veiller à ce que ses œufs ne s'assèchent pas. Il s'immerge régulièrement et passe la journée caché dans un trou. L'orvet cherche aussi à se mettre à l'abri de la chaleur. Il est en chasse. Ce lézard sans pattes débusque sous terre des vers et de petits insectes. Les fourmis rousses aussi sont des chasseuses. Elles capturent chaque jour des milliers d'insectes. Mais elles sont surtout éleveuses. Elles ont inventé l'élevage des millions d'années avant nous. Leurs troupeaux sont des insectes suceurs de sève. Lorsque la fourmi les tapote de ses antennes, ils vont produire un liquide sucré. L'ouvrière le boit et le partage avec ses sœurs. En milieu d'après-midi, le soleil passe déjà derrière les falaises de Solignac-sur-Loire. Deux jeunes hiboux grands-ducs sortent du buisson qui les protégeait du soleil. Ils peuvent regagner leur nid, une simple plateforme rocheuse. Ils savent qu'à la nuit tombée, leurs parents s'envolent leur chercher des proies. C'est l'heure où la Loire s'apprête à devenir un terrain de chasse pour les nocturnes. Ainsi, une martre traverse le courant pour rejoindre un pré riche en petits rongeurs.
On continue la descente. On passe le château de Grandjean qui veille sur la Loire. Il abrite une colonie de choucas des Tours. Encore plus bas, dans la Nièvre, près de Nevers, à 500 km des sources. C'est désormais un fleuve large et majestueux, la Loire des îles. Mais lorsqu'elle est déchaînée par les intempéries, elle sort de son lit et inonde ses rives, bouleverse les paysages, détruit les abris et les terriers. À la tombée de la nuit, la Loire offre un terrain de chasse pour une créature fantastique et fugace, difficile à observer. Le murin de Daubenton est une chauve-souris qui excelle dans la chasse au ras de l'eau. Le débit de la Loire reste important, mais l'eau baisse. Elle découvre des berges bouleversées par la crue. L'un des premiers animaux à explorer ces terres émergées est la musaraigne musette. Celle-ci est jeune. Elle est à la recherche d'un territoire. Elle ne fait que la moitié de la taille d'une souris, mais c'est un super prédateur, à l'appétit insatiable. Elle peut profiter sans aucune concurrence de ce secteur riche en proies. Les musaraignes qui vivaient là auparavant ont été tuées par les brusques crues. Les vers de terre, eux, ont passé une semaine sous l'eau, sans aucun problème. Maintenant que le niveau a baissé, ils peuvent se permettre une petite balade nocturne. Les sens super aiguisés de la musaraigne ne laissent guère de chance à ses proies. Et sa morsure est l'une des plus puissantes si on la rapporte à la taille de son corps. Elle reprend son exploration. Cet amas de bois mort accumulé par la crue est l'endroit idéal pour s'installer. Elle choisit pour domicile une petite branche creuse, où elle peut s'endormir tranquille. Au petit matin, tout comme la musaraigne, un autre mammifère explore les berges de la Loire. La décrue laisse réapparaître les bancs de sable. Mais certaines feuilles portent encore les traces de la boue déposée par le fleuve. Ce couple de castors revient prendre possession d'un territoire qu'il avait dû quitter à cause de la montée des eaux. Les marquages signalant que ces terres sont les leurs ont été lavés par la crue. Il faut absolument les refaire. Pour marquer leur territoire, ils sécrètent une substance très odorante, le castoreum. La glande se trouve à la base de la queue. En l'étalant sur la berge, les castors signalent aux autres qu'ils ne sont pas les bienvenus.
Leur marquage terminé, le couple peut se consacrer à une longue séance de toilettage mutuel. Un moment d'intimité qui leur permet de resserrer leurs liens. Ces berges, riches en buissons, sont un endroit idéal pour fonder une famille. C'est qu'il en faut des écorces de saule et de peuplier pour nourrir le plus gros rongeur d'Europe. Cette femelle pèse 15 kilos, mais un grand mâle peut faire le double. Sur Terre, la femelle castor est maladroite, mais elle est excellente nageuse. Elle mange dans l'eau pour éviter de se faire surprendre. Et elle a de bonnes raisons d'être méfiante. L'espèce avait quasiment disparu de nos rives à cause de la chasse, et le castor ne recolonise la Loire que depuis une quarantaine d'années. Un dernier petit marquage. Enfin, elle regagne son terrier pour y dormir toute la journée. L'entrée se trouve sous l'eau. Après la crue, la Loire offre des territoires vierges. Tout comme les castors, une mère chevreuil et son petit peuvent enfin revenir. L'herbe riche qui s'offre maintenant à eux était encore sous l'eau la semaine précédente. La Loire fertilise les sols. Elle permet à une flore variée de prospérer, qui à son tour attire tous ses animaux. Dans un pays aussi peuplé que le nôtre, comment un fleuve peut-il abriter une vie aussi riche? La Loire reste sauvage, indomptée. Son cours est beaucoup moins canalisé ou coupé de barrages que les autres grandes rivières. De ce fait, une faune exceptionnelle a élu domicile sur ses berges, avec ses perdants et ses gagnants. Sous le refuge de la Musaraigne dort aussi le monstre de la Loire. C'est le plus grand prédateur, venu d'Europe de l'Est et apparu mystérieusement il y a plusieurs décennies. Le silure. Il passe la journée en groupe, à l'abri sous les troncs. Le plus imposant d'entre eux dépasse largement les 2 mètres. Il est âgé d'une quarantaine d'années. C'est un redoutable chasseur, capable de s'attaquer à de nombreuses espèces, poissons, canards, ragondins, mais il ne présente aucun danger pour l'homme.
Certains refuges sur la Loire sont peu affectés par les caprices du fleuve. Ainsi, les jeunes faucons ont eu le temps de bien grandir. Il est bientôt l'heure de prendre leur envol. Leur père leur apporte encore de quoi se nourrir, de petits rongeurs surtout. Encore quelques jours de ce régime avant qu'ils ne doivent chasser eux-mêmes. Juste en aval, un petit air d'Afrique envahit la berge creusée par le courant et la crue. Une colonie de guêpiers est en train de se réinstaller. La Loire avait inondé leur nid et tué leur première couvée. La saison des amours est bien avancée et le mâle doit se presser s'il veut se reproduire cette année. Pour séduire la femelle, il doit lui offrir à manger. Il espère que cette guêpe achèvera de la convaincre de s'accoupler avec lui. C'est gagné. Il faut se dépêcher de pondre à nouveau, tant que les insectes prospèrent. Ça, c'est leur terrier. Ils le creusent ensemble, jusqu'à 1 mètre de profondeur. Le mâle est né là, sur les berges de la Loire. Mais c'est en Afrique de l'Ouest qu'il a rencontré sa compagne. Elle vient d'une autre colonie européenne. Les couples vont toujours pondre dans la région natale du mâle. Les guêpiers quittent la France chaque hiver, lorsque les guêpes meurent et que les abeilles passent des mois sans sortir de leur ruche. Le problème avec ces insectes, ce sont leurs carapaces coriaces. Alors les guêpiers régurgitent les parties indigestes. Sous terre, la nouvelle génération est en route, pourvu que la Loire veuille bien rester suffisamment basse. Dans la chaleur de l'après-midi, le temps s'alourdit et le fleuve prend des airs de rivière tropicale, coulant à travers une jungle dense. Pendant plusieurs heures, de fortes pluies s'abattent sur la Loire. Les précipitations en amont provoquent une nouvelle crue. La Loire peut monter de 30 cm en à peine quelques heures. Bien avant les guêpiers, ce sont les sternes, les hirondelles de mer, qui sont en danger. Une montée de quelques centimètres peut suffire à détruire leur nid. Elles pondent sur les bancs de sable au milieu de la Loire pour protéger leurs œufs des prédateurs.
Les sternes sont des migratrices qui passent la majeure partie de l'année en mer. Elles traversent l'Atlantique jusqu'au Mexique, mais reviennent chaque année nicher là, sur ces bancs de sable. Les mâles tentent encore de séduire les femelles en leur offrant de petits poissons. Mais cette année, si les pluies ne s'arrêtent pas, il est possible que les hirondelles de mer ne puissent pas donner naissance à un seul petit. De petites fourmis ont installé leur fourmilière dans une branche creuse qui paraissait parfaite, mais qui se trouve bien trop près de l'eau. La Loire a un caractère imprévisible. Ces brusques montées peuvent être fatales. Mais si la Loire n'était pas changeante, certaines espèces domineraient et empêcheraient que les autres s'installent. La crue a aussi causé la perte de la première couvée des martins-pêcheurs. Le mâle doit convaincre la femelle de pondre à nouveau. D'abord, il creuse un nouveau terrier dans un emplacement qui lui paraît idéal. La femelle inspecte les travaux. Est-ce le nid d'amour qu'elle attend ? Puis le mâle part capturer un petit poisson à lui offrir. La femelle fait la difficile. Se réserve-t-elle pour un autre partenaire après l'échec de leur précédente ponte ? Il ne va pas se laisser abattre. Non loin de là, dans le confortable nid de mousse qu'elle a construit au fond de son terrier, une femelle campagnole s'apprête à sortir. Bien qu'on soit encore dans l'après-midi, elle part déjà à la recherche de nourriture. Avec la montée du niveau de la Loire, elle doit nager un peu pour atteindre certains de ses coins habituels. Le mâle martin se présente avec un nouveau poisson. La femelle accepte. Cette fois, pourvu que le nid soit assez élevé pour échapper à une nouvelle montée de la Loire. La femelle campagnole continue son activité frénétique. Et voilà la raison de son agitation.
Elle vient de donner naissance à 4 minuscules bébés roses et aveugles. Il faut en manger de l'herbe et des graines pour pouvoir allaiter sa portée. On continue notre descente vers l'océan. Encore 500 km et on arrive dans l'estuaire, entre Nantes et Saint-Nazaire. Ici, la Loire est de plus en plus large. Elle se répand dans un vaste marais. Des prés sillonnés d'innombrables canaux. Après avoir disparu pendant des années, les cigognes reviennent. Et c'est là, dans l'estuaire, qu'elles ont trouvé le territoire parfait où s'installer. Depuis les premiers individus observés il y a une trentaine d'années, leur nombre ne fait qu'augmenter. Ce printemps, ce sont près de 100 couples qui nichent autour de l'estuaire. Chez les cigognes, il y a de nombreuses règles à respecter. Lorsqu'un adulte rentre au nid, il rapporte à son partenaire un petit cadeau sous forme de brindille. Son compagnon ou sa compagne l'accueille avec des claquements de bec. De petites politesses qui aident à renforcer les liens dans leur couple. Mais il ne faut pas perdre de temps. Les jeunes ont faim et les parents doivent chasser toute la journée. Les prés du bord de Loire offrent un menu varié. Des écrevisses, des insectes, des grenouilles. Les jeunes s'essaient eux aussi aux bonnes manières quand ils accueillent leur mère venue les nourrir. Elle régurgite les proies qu'elle vient de capturer. Avec ce régime, les petits atteignent en quelques semaines la taille de leurs parents. Les petits participent à l'entretien et au nettoyage du nid. Chaque année, ce nid est utilisé par un couple de cigognes. Et chaque année, il est renforcé de nouvelles branches. Il atteint déjà près de 500 kilos. Dans l'estuaire de la Loire, les cigognes sont partout, parfois même à tous les étages. Mais l'estuaire n'a pas encore livré toutes ses surprises. Lui, c'est un ragondin. On dirait un castor, mais c'est son cousin venu d'Amérique du Sud. Cette curieuse espèce n'est pas près de disparaître. Elle a trouvé dans les marais de la Loire un milieu parfait pour prospérer,
riche en végétation. Et de plus, elle se reproduit toute l'année. Dans cette famille, les petits sont nés il y a 3 semaines et commencent juste à quitter le terrier. Quand l'envie lui prend de s'écarter du régime végétarien, le ragondin s'offre de petits coquillages jaunes qui vivent enfouis dans les sédiments. Les corbicules se nourrissent en filtrant l'eau de la Loire. Quand on se rapproche encore de l'océan, l'estuaire de la Loire devient une étonnante mosaïque de nature et de zones industrielles qui cache un milieu beaucoup plus riche qu'on pourrait croire. D'immenses quantités de sable ont été prélevées lorsque la Loire a été draguée pour construire le port de Nantes. Ce sable déposé le long des berges a créé de nouvelles prairies qui accueillent une vie foisonnante. Près d'une petite mare, ce mâle vipère péliade profite des derniers rayons du soleil. Il accumule toute la chaleur possible avant de partir à la nuit tombée, chasser des petits mammifères de la prairie. Ce renard a pris son indépendance récemment. Il est encore trop jeune pour être un bon chasseur. Il faudrait vraiment qu'il tombe sur un jeune lapin bien naïf. Les lapins sont constamment sur le qui-vive et disposent d'un champ de vision à 360 degrés qui leur permet de voir partout autour d'eux et au-dessus. Et de grandes oreilles sensibles au moindre bruit. Le jeune renard aura donc bien du mal à les surprendre. Dans la mare, dès le crépuscule, les grenouilles entament leur récital. Les mâles espèrent attirer les femelles grâce à leur chant. À la saison des amours, les mâles de nombreuses espèces se battent pour s'approprier un territoire. C'est aussi le cas pour ces 2 mâles dithyques. Pourrait-il devenir une proie pour les grenouilles? Non. Trop gros, trop coriace. Le véritable monstre aquatique n'est pas le dithyque adulte, mais sa larve.
Elle se nourrit des têtards qui ont bien grandi depuis leur éclosion à la fin de l'hiver. Ce sont les têtards de ce crapaud, le calamite. Il aime les vastes prairies de l'estuaire. Au petit matin, juste avant le grand pont de Saint-Nazaire. Ici, la Loire est presque au bout de son périple. Un dernier banc de sable, comme une île arctique égarée au milieu de l'estuaire. Le banc de Biot. Protégé par des vasières et des hauts-fonds, battu par des vents violents, il est comme coupé du monde. C'est le royaume des goélands. Chaque printemps, ils se réunissent là pour nicher. La tache rouge sur le bec de l'adulte joue le rôle d'une sonnette. Les petits la touchent lorsqu'ils ont faim, et l'adulte leur régurgite immédiatement un peu de nourriture. Autour du banc de Biot, de vastes vasières. Elles fonctionnent comme une gigantesque station d'épuration qui traite l'ensemble du bassin de la Loire, 1/5 de la surface de la France. C'est aussi une nurserie indispensable pour de nombreux poissons, en particulier les poissons plats comme les sols, les carlets. Ce jeune carlet est né avec un œil de chaque côté de la tête. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, son œil gauche se déplace pour passer du côté droit. Maintenant, il vit posé sur le flanc. Bien caché, seuls ses grands yeux mobiles dépassent. Il peut repérer proie ou prédateur. La Loire ne prend pas fin quand elle rencontre l'Atlantique. Elle se prolonge sur des dizaines de kilomètres, fleuve secret qui coule au sein de l'océan. C'est le panache de la Loire, une zone enrichie par le fleuve. De grandes algues, les laminaires, y forment une forêt dense. Avant de se fondre dans l'océan, la Loire accueille crabes, étoiles de mer, poissons, les derniers habitants du plus long fleuve de France. Depuis la goutte de neige fondue sur les pentes de l'Ardèche jusqu'au sel de l'océan, l'eau de la Loire aura parcouru plus de 1000 kilomètres et irrigué une vie sauvage unique. Dans la frénésie du printemps, la saison des amours,
Elle a successivement apporté la vie et la mort. Ses pulsations, ses humeurs ont changé les destins de tous ses habitants. Si elle reste si féconde, c'est parce qu'elle peut s'écouler librement sur presque tout son cours. Alors protégeons-la pour qu'elle puisse rester le dernier grand fleuve sauvage d'Europe.